En fait, oui, je sais que j'ai un parcours un peu compliqué. En fait, je suis née en Amérique latine, d'un papa turco-séfarade et une mère hollandaise, ça se fait. Et en fait, ils se sont rencontrés aux Pays-Bas et ils sont partis en Amérique latine. Alors, je suis née à Lima par pure circonstance. Et j'étais lycée français là-bas. Alors, j'ai passé un bac français. Alors, j'étais un peu destinée déjà à partir faire des études en France après le baccalauréat. Du côté de ma mère, j'ai reçu un héritage musical très très marqué. Parce que ma grand-mère, sa mère hollandaise, était une grande musicienne. Et même si j'avais beaucoup de passion pour la musique, j'avais d'autres intérêts dans le sens de métier. Je me disais la musique, je vais le faire toujours comme un plaisir, mais pour le métier, peut-être que je pourrais faire, je sais pas, journaliste. Je voulais faire quelque chose d'autre. Je suis arrivée à Paris, j'ai fait des études de relations internationales pendant, je sais pas, 4-5 ans. Et il y avait un manque. J'étais pas contente. J'étais très contente d'avoir la possibilité d'avoir cette formation, parce que c'est un atout. Mais j'étais pas, il y avait quelque chose qui manquait. C'est seulement à l'âge de 24, 25, où je me suis dit, bon, c'est maintenant ou jamais. Et je suis partie aux Pays-Bas pour faire le conservatoire d'Amsterdam, parce que je suis moitié hollandaise. Mais je l'ai fait aussi parce que j'avais besoin d'avoir un espace sabbatique. C'était pas la Hollande qui m'attirait, c'était un prétexte parce que j'avais pas la culture néerlandaise. J'étais beaucoup plus francophone. Mais ça m'a servi de pause, de respiration. Et j'avais toujours été très intéressée par la musique de film, dès que j'étais petite. Je suis pianiste de formation et j'avais toujours une approche d'image à la musique. C'est-à-dire ça me fait toujours penser au cinéma, une approche visuelle, pardon. Et après avoir fait le conservatoire Amsterdam, où j'ai eu des études très libres, hein, c'est pas que j'étais admise au programme de composition, je me suis dit maintenant il me faut la partie spécialisation de synchro à l'image. Et pour ça, je veux revenir en France où culturellement je me sens beaucoup plus chez moi. Et c'est là en 2004, je commençais déjà à avoir des commandes de films. J'ai eu beaucoup de chance parce que ça a commencé assez vite. Et j'ai tout redécouvert ici parce que je suis revenue en France. Et voilà, et je me suis vraiment investie, je sais pas, vraiment, avec du CMF, j'ai travaillé avec eux, j'étais trésorière à une époque aussi. J'ai suivi des cours de Patrice Mestral, l'école normale à Paris aussi, en musique de film. J'étais à fond, quoi. Je crois que j'étais à fond. J'étais à fond parce que je me rendais compte aussi de la chance que j'avais. Parce que même si je suis très francophone et j'étais élevée d'une façon très européenne, j'ai quand même passé mon adolescence en Amérique latine où il n'y avait pas toutes ces structures, quoi. Il n'y a pas de SACEM là-bas. C'est-à-dire que je me disais, mais on a une chance incroyable, quoi. C'était un truc... Oui, j'étais à fond. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à la musique de film, à mon intérêt. Et je me suis dit, d'accord, formation d'abord, structure dédiée spécialement à la musique de film et contact professionnel. Et ça s'est fait vraiment comme ça, quoi. Ce moment de la rencontre avec les premières commandes, c'est-à-dire tu te souviens de comment ces rencontres se sont faites, dans quel contexte? Beaucoup de chance. C'est une copine d'une copine qui m'a dit, tu sais, il y a un tel, elle fait un film, c'est son premier long métrage, sauf que le deuxième long métrage de cette fille a remporté l'Ours d'Or de Berlin. Alors pour elle, c'était énorme. Et pour l'équipe technique qui était avec elle, c'était énorme. Alors ça fait partie de ces pépites qu'on fait comme ça, avec pas trop de budget. Et par exemple, le film Les Misérables qui avait gagné à Cannes, vous voyez, Caméra d'or, c'est ces petits films indépendants qui ont quelque chose à l'intérieur et qui récompensent toute l'équipe quelque part. Et j'ai eu cette chance inouïe, et c'est pour ça que je dis toujours, il ne faut jamais négliger les petits courts-métrages, les petits projets que quelqu'un vous propose, on ne sait jamais. J'ai démarré avec quelqu'un qui a eu beaucoup de chance. Alors je considère avoir eu aussi beaucoup de chance, parce que malheureusement c'est un métier aussi où notre première carte de visite, c'est le CV. Et surtout aujourd'hui, la carte de visite de tout le monde, c'est un site web, c'est un truc comme ça. Et ça compte. Alors j'ai eu ce truc, oui, ours d'or, patata, tout de suite, quoi. Et après, malheureusement, on est dans un monde, oui, name dropping, comme on dit. Alors ça a marché parce qu'après, il y a quelqu'un, tu veux travailler pour ça.
Mais au-delà du prestige du prix, j'ai eu de la chance énorme de quelqu'un qui m'a fait confiance tout en sachant que je sortais de l'école, quoi. C'est surtout ça. Est-ce que tu crois que c'est vraiment que de la chance que, quand tu dis j'étais à fond? Parce que si on ouvre j'étais à fond et j'ai de la chance, j'ai envie de dire... Ouais, mais tu sais, la chance, la définition, c'est non. La définition de la chance, c'était comment? C'est quand le moment et la préparation se joignent. C'est-à-dire que le fait d'être prêt, d'accord? Okay, alors, le fait d'être prêt, on l'a créé, c'est sûr. Et maintenant, avec du recul, qu'est-ce qui fait que tu étais prête? L'envie, je crois. Je crois que c'était l'envie, c'était la reconversion. Le fait que j'avais 30 ans, que je n'avais pas à 18. Le fait d'être consciente que j'étais dans un pays où j'avais énormément de chance. Le fait d'avoir du recul, le fait de ne pas prendre des choses comme dues. Parce que j'avais peur de pas rater le truc, mais de ne pas profiter des choses, de regarder en arrière et après me dire « Ah, j'ai pas profité, quoi ». Je crois que j'avais peur de ça. J'étais très consciente de ce qui m'est arrivé, j'avais beaucoup de chance de... Et là encore, je te parle de films d'auteur. Je te parle pas de... C'est pas des séries, c'est pas des gros succès. J'étais contente de pouvoir faire ce que j'aimais. Et je pense que le fait d'être née au Pérou et d'avoir vu une autre réalité sociale, je ne veux pas jouer celle qui est consciente socialement tous les matins, loin de là. Mais je pense que j'ai pu relativiser. Voilà. Je crois que je relativise et je me rends compte de la chance qu'on a, c'est tout. Encore une fois, aujourd'hui, on peut tout faire depuis son endroit de travail. On n'a pas besoin de trop voyager, mais c'est sûr que je vois plusieurs cultures et je peux comparer. Je ne parle pas de l'épanouissement d'un compositeur. Je ne pense pas que l'épanouissement ait à voir avec un facteur culturel, loin de là. Mais il y a plein de pays où il n'y a pas de SACEM. Ici, à partir d'un certain montant, tu es obligé de déclarer si tu es sociétaire à vie, si tu es sociétaire professionnel, de payer tes charges, d'avoir une sécurité sociale. Je pense que c'est une chance. On a ce genre de rencontres. On a des dispositifs, on a le festival d'Aubagne qui crée les rencontres du troisième personnage, où vous pouvez aller rencontrer un réalisateur qui peut vous donner la chance d'avoir quelque chose. C'est devenu le marché européen du film. Là, c'est vraiment où il faut une rencontre entre producteurs, réalisateurs et compositeurs. Oui, je pense qu'on a beaucoup de chance ici. On a beaucoup de chance. On peut rencontrer des gens, on peut discuter. Il y a des aides. Le CNC limite, on ne peut pas composer la musique d'un documentaire pour moins que ça. Il y a un seuil, vous allez me dire, bon, c'est pas beaucoup, mais bon, au moins il existe, c'est 2 500 €, 3 000. Je ne crois pas qu'on ne prenne pas quelqu'un parce que c'est une femme. D'accord? Je ne crois pas à ça. Et c'est un réalisateur qui ne me prend pas parce que je suis une femme, tant mieux, parce que je ne voudrais pas travailler avec lui. Alors, j'ai pas ce problème. Il y a une sous-représentation des femmes dans la musique de film, au même niveau que dans l'architecture, que les pilotes de ligne, que plein de domaines. C'est pas une question. Nous, les compositrices de femmes, on est sous-estimées. C'est une réalité des femmes dans plein de métiers. Alors, c'est quoi le truc? C'est de dire aux femmes, écoutez, oui, vous commencez au conservatoire, vas-y, fais-le, c'est possible. Alors, je suis en faveur, évidemment, de défendre le travail des femmes dans la composition, mais je ne veux pas être une militante. On ne m'a pas prise sûrement parce que je suis une femme. Et ça je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Parce que c'est très facile et vous pouvez justifier plein de choses avec un discours pareil. Mais pour rebondir sur la question des femmes dans les conservatoires, on a été rencontré avec Fédé Lima, donc la fédération sur les cultures et musiques actuelles, et notamment, et qui disait qu'effectivement, dans les conservatoires, on dénote que vers l'adolescence, alors que les femmes sont très présentes, enfin les filles sont très présentes pour apprendre la musique petite, enfant, etc. Et au moment où en gros les groupes se constituent, les groupes de musique se constituent, les femmes disparaissent. Et ils ont d'ailleurs une chercheuse qui fait une recherche sur ce sujet-là. Donc effectivement, il y a un décrochage à un moment, on ne sait pas pourquoi.
Exactement, et c'est pour ça que je parle de cette tranche-là. C'est-à-dire que c'est là où il faut cibler le truc. C'est pas aujourd'hui si tu es engagé parce que tu es une femme ou pas. Par contre, tout ce qui est MeToo et tout ça, c'est un autre débat où il ne faut pas mélanger les choses, et je suis tout à fait en défense de ça, ni la parité des salaires. Et ça, aujourd'hui, heureusement que ça existe. Bon, j'ai eu la chance de travailler avec des gens d'un peu partout. Aujourd'hui, comme tu disais, que je voyage beaucoup. En fait, non, je fais tout depuis Paris, mais parce qu'on peut aujourd'hui. Hein, j'ai la chance de travailler avec des gens, comme je dis, d'un peu partout, Pologne, États-Unis, Amérique latine. Là, je suis en Argentine, je travaille avec quelqu'un qui est au Chili, mais là, j'attaque quelque chose aux États-Unis. Je peux dire qu'il y a un changement culturel avec les gens avec lesquels je travaille, mais le but est toujours le même, en fait. C'est-à-dire que peu importe la différence culturelle, la façon dont je travaille avec tous est très similaire quand il s'agit du résultat. Il y a des expériences, moi ce que j'adore en fait, c'est quand moi je me dis, j'aurais jamais créé ce projet si ça n'avait pas été grâce à lui et grâce à ce qu'il m'a dit. Et ça je trouve extraordinaire. Parce que c'est pas seulement ce que nous on apporte à un film, parce que d'abord ça diminue notre ego, hein, parce que si nous on pense que on va apporter la musique du siècle à ce film, non. Nous on est là parce que le mec, merci, il nous a choisi, ou elle. Et je trouve ça extraordinaire. Quand il me sort quelque chose, je dis, oh, c'est pas possible. Et je vais citer juste une expérience très récente, il y a 3 mois. Quelqu'un m'envoie un film en noir et blanc, très strict. C'est l'histoire d'une mère, mais vraiment terrible avec les enfants. Une éducation rigide, un truc, mais une perfection totale. Moi, je vois le truc et je me dis, je me fous, je ne savais même pas quel était le budget, rien. J'ai dit, j'y vais. Parce que c'était vraiment quelque chose de très, très beau. Et il me dit, oui, d'accord, parce que c'était un défi aussi, parce que si on mettait quelque chose de trop sucré, ça tuait le film. Si on mettait quelque chose de tension, je faisais un film d'horreur très cheap. Et je trouvais ça comme challenge très, très super. Oui, très bien. Et je commence à avoir des idées. Il me dit, oui, on se donne un rendez-vous par Skype. Il m'appelle et il me dit, je te raconte l'histoire, en fait, c'est ma vie. Cette mère, en fait, c'est la mère que moi j'ai eue. C'est-à-dire qu'il fait la fiction de sa vie. Et je vais te raconter, il va beaucoup plus loin, il me raconte l'histoire de sa vie, une tragédie dans cette famille à cause de la mère. Et moi, finalement, j'ai fait une musique, pas en fonction ni du scénario, ni de ma première conversation avec lui, ni de mon premier visionnage, mais de cette conversation-là, qui était un partage personnel. C'est la première fois que je travaillais sur l'adaptation d'un fait personnel, sublimé par un réalisateur dans la création. Et c'était extraordinaire. Je me souviens, là je te parle, j'ai la chair de poule. C'était un truc énorme que lui, il m'a dit, Selma, je le fais parce que j'ai eu ça dans ma vie. J'ai trouvé ça super fort. Alors, je sais pas, c'est... Quand tu me parles au-delà des premières collaborations, c'était celle-là. Et l'année dernière, j'ai eu une autre très très jolie, avec un réalisateur espagnol, Víctor García León, qui m'a dit, je peux te demander un service le jour de l'enregistrement. Tu feras très attention aux imperfections. Et j'ai trouvé ça aussi très très beau. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire par l'imperfection? Et c'est là où je me dis, super. C'est-à-dire que je peux jouer aussi et ne pas être en séance d'enregistrement. Ça va pas faire, ça va... Non. Et c'est ce que je disais au début. C'est tellement beau de s'ouvrir, de se dire, grâce à elle ou à lui, ce résultat est ce qu'il est. Et c'est un peu abstrait, mais d'être conscient aussi de la responsabilité qu'on a, de quelqu'un te donne, ok, tu vas faire la musique de mon film. La musique, c'est un aspect qui monte direct aux émotions. C'est-à-dire que l'influence qu'a la musique sur l'impact émotif de la musique est très fort sur un film. Plus que visuel sur un tableau ou un autre art. Et je trouve toujours que c'est un cadeau qu'on nous fait aussi de, voilà, je te donne mon projet, qu'est-ce que tu vas faire? Et qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que je te raconte sur mon projet? Et que toi, tu as ce projet-là,
tu as une idée, mais au fur et à mesure, tu crées quelque chose qui devient une autre chose grâce à cet échange avec l'autre personne. C'est-à-dire que l'interdépendance est primordiale des deux côtés. C'est ce que je veux dire. C'est que moi, j'apporte énormément parce que je donne mon travail, mais ce que je lui donne est un résultat de ce que lui, il m'a transmis aussi. Et c'est ça que je trouve très beau. Parce qu'autrement, sinon, ça devient très unilatéral. Moi, ce que je demande toujours, c'est qu'est-ce que tu veux pas? Comme ça, je me rapproche beaucoup plus vite de ce que je veux, ou de ce que je veux. Mais c'est la première question que je pose. Non, la première, c'est vous avez... Non, il me donne budget. Et quand il est bas, je dis, vous voulez des cordes? Est-ce que toi, tu connais le langage cinématographique? Est-ce que le réalisateur connaît le langage musical? Est-ce que finalement, c'est pas mieux de ne pas trop se mêler l'un de l'autre et rester dans ce truc? Bon, moi, je connais mon truc, et toi, tu connais, mais c'est une question de dialogue. Si tu marches au feeling, si un réalisateur marche au feeling, il n'y a pas tellement de problèmes de langage. Parce qu'il n'y a pas trop de place pour ça, si tu veux. C'est beaucoup plus simple. C'est j'aime ou j'aime pas. Tu sais, je le sens ou je ne le sens pas. Mais dès que ça commence à cogiter beaucoup dans la tête, il y a un truc qui ne va pas, pour moi. C'est compliqué. Il y a des réalisateurs, moi j'ai vu des correspondances entre réalisateurs et compositeurs à tomber par terre. Parce que là, tu sais, ça ne traduit pas du tout le sentiment intérieur que je veux transmettre de mon personnage. Et boum, un trip énorme. J'aime pas. Je le sens pas. C'est pour ça que moi je pose toujours la question, est-ce que tu veux pas? Et dès qu'ils n'aiment pas, que ça tourne pas. Désolé, j'imagine que tu as beaucoup travaillé, mais non, j'aime pas. Je pense que c'est beaucoup mieux de... Et il y a eu des moments où tu as accepté, tu as négocié au sens de dire tant pis pour l'artistique, je réponds de façon pragmatique. Oui, le truc de kitsch, je l'ai fait. D'accord. Bien kitsch. Et il avait raison ou elle avait raison ou pas? Non, c'est pas ça. C'est que lui, il avait l'avantage d'être beaucoup plus léger par rapport à la notion de kitsch. Beaucoup plus relax que moi. Moi, c'était c'est kitsch. Il voulait que ce soit kitsch ou il avait conscience? C'est moi qui jugeais ça kitsch, parce que moi, j'aurais jamais fait un truc, tu vois, c'était des chimes sur un truc, un film d'animation. Mais évidemment que ça le fait. Et moi, j'étais, non, mais quelle horreur, si quelqu'un voit ce film, moi, je vois personne. Et c'est pour parler de l'ego au début. L'ego mal placé. D'abord, ça paraît beaucoup plus grand de ce que ça l'est en réalité, parce que comme je travaille un peu international, on voit beaucoup de dispositifs et tout ça, mais je travaille surtout pour des films d'auteur, en fait. Alors je ne suis pas en grosse production. Alors forcément, j'ai pas de copiste, j'ai pas d'arrangeur, j'ai pas d'assistant. J'ai juste ce qu'il faut en termes d'un petit studio de production chez moi, où je fais 99% des maquettes. Produit fini si j'enregistre pas en acoustique, c'est-à-dire que tout sort de là. Je travaille avec quelqu'un qui est un ingénieur du son tout le temps, à qui j'envoie mon travail pour embellir un peu. Et sinon, toute la partie enregistrement acoustique qui se fait la plupart en Europe de l'Est, mais là encore, je ne suis pas grosse experte. Là, je passe par mon éditeur, parce qu'en fait, je travaille avec un éditeur. Étant donné que je travaille dans des films d'auteur, les budgets que j'ai pour la musique, pour la production musicale, au-delà de mes honoraires, ne sont pas trop importants en général. En fait, c'est très simple. J'ai mes logiciels de préférence, j'ai synthé, j'ai des belles enceintes. Tu veux décrire? Ça t'ennuie de décrire un petit peu? Non, générique. Générique, après, j'ai les Yamaha, les NDS aussi. J'ai un Mac. J'ai tous les logiciels qu'il faut, contact. Je travaille beaucoup, je bidouille beaucoup les sons. Et c'est comme ça que je fais, quand j'ai pas d'acoustique, je fais un travail sonore, d'atmosphère, je bidouille énormément. Je travaille beaucoup avec le piano, le son du piano. Je crée beaucoup de delays avec le piano pour sortir. C'est-à-dire que j'essaye de rendre un son qui est évident, moins évident, mais pas trop bizarre. Ça dépend du projet. J'essaye d'être toujours à point avec la sortie des derniers logiciels.
parce que j'ai eu une expérience qui était géniale, mais qui en même temps m'a fait peur, c'est Omnisphère. J'ai fait tout un long métrage d'horreur avec Omnisphère. Je me suis dit, si jamais j'avais pas eu Omnisphère, ça aurait été impossible de le faire. Et ça m'a fait peur, parce que je me suis dit, je dépends à 100% de ce truc, quoi. Et après, je commençais à reconnaître les sons d'Omnisphère dans tous les reportages, les documentaires. Et on était tous avec le truc 74, avec la réverb de ça. Je me dis, oulololo. Alors j'essaye de créer un peu de trucs. Mais là aussi, on a une chance incroyable, quoi. C'est quoi la semaine type la semaine type d'une compositrice de musique à l'image Ça dépend du projet. Ouais. Ça dépend du projet. Il y a des projets où je me lève avec ça dans la tête, il y a d'autres projets qui me donnent l'espace. Il y a des projets, tu as des réalisateurs qui veulent faire le point tous les vendredis. Il y a des projets où ils te donnent une liberté énorme. Il y a des projets comme celui où je t'ai parlé, là, j'étais très émue, où la semaine va être beaucoup plus... C'est incroyable ce qu'il m'a dit dans la tête, plus que le piano. Quand tu travailles sur la recherche des timbres, tu dis je bricole, mais sur la partie harmonie, thème, tu travailles avec le piano. Comment tu... Oui, avec le keyboard, avec le synthé, quoi. Je cherche beaucoup de sons. Et quand tu as à écrire des partitions, sur une perspective de compléter par des sessions orchestrées, comment tu fonctionnes? Sibelius, d'accord. 7. Non, c'est un métier où je me dis... c'est cette étiquette, musique de film, musique d'un certain format. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas le projet? Est-ce qu'on n'est pas compositeur? Et après, il y a la question toujours terre à terre. Si je ne travaille pas, je ne gagne pas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? C'est pas parce que je fais la musique d'un film que je vais gagner. Non, mais c'est vrai, quoi. Si je le fais avec, je sais pas, un étudiant en dernière année, un court-métrage. Et la peur de ne pas être à temps. Moi, personnellement, c'est le truc qui me paralyse le plus. Ah, ces fameuses deadlines. Les deadlines, je suis toujours à temps, hein, mais je jure au monde entier que je ne vais jamais être à temps, que je vais jamais être à la hauteur. Qu'est-ce que j'ai encore comme truc? Mais toujours à temps, mais le jour même ou avec parfois le... Non, attends, c'est peut-être là. Là, j'ai 2 deadlines pour la fin. Là, je suis trop relax, là. Non, mais c'est vrai, là, je suis trop relax. Mais bon, c'est pas mal aussi, tu vois. Mais ça, je pense que c'est le Covid et aussi le fait que j'attribue la responsabilité au Covid. Et c'est ça qui est grave. Mais... on était où? On parlait du fait de laisser incuber les choses, de l'état d'esprit dans lequel on est. Non, le deadline, je me dis, je vais jamais trouver. Non, ce qui est pire, c'est si je trouve pas tout de suite, je suis pas bien. Ça peut m'arriver, ça aussi. Je me dis, mais oh, c'est quoi? Est-ce que tu participes à la chaîne de production du film? C'est-à-dire, est-ce que tu assistes éventuellement au mixage, au montage? Est-ce que tu as des moments où tu viens superviser? Non. C'est là le problème, le fait d'être à distance, c'est que je ne peux pas être sur le film. Par contre, j'interviens à un stade très début du film, parce que j'arrive toujours au scénario. Il y a eu très peu de... Ah tiens, une autre expérience que je viens d'avoir en fait. Je suis toujours en stade de scénario, alors j'ai beaucoup de chance, il y a beaucoup de temps. J'ai eu une expérience intéressante en parlant de nom. N-O-N. J'étais contactée par... En fait, j'ai travaillé avec un monteur aux États-Unis, qui a donné mon nom pour un documentaire très bien payé sur les one-man shows des one-women shows, en réalité. Ça s'appelle Hysterical. Très joli budget, je pense que c'était 20 000 pour un documentaire qui me demandait pas d'acoustique en plus. D'accord ? J'avais mes honoraires plus la production musicale. Et la réalisatrice, elle me dit, j'adore ton travail, super, tac, et je fais au moins 35 pistes.
Et il travaille pour une chaîne de télé aux États-Unis, FX. Et FX a dit, on n'aime pas le projet, il faut tout refaire. Il est trop classique, il n'est pas assez punch pour les femmes qui sont représentées. Il faut tout refaire, from scratch. Alors la réalisatrice, elle dit, est-ce que vous me prenez toujours pour que moi je refasse quelque chose? Oui, vous on vous prend, la compositrice, on la garde, et on garde un tel. Sauf que c'est bizarre pourquoi ils m'ont gardé. Mais on engage une superviseuse musicale pour refaire la musique, et comme ça, elle aura une nouvelle direction. La nouvelle direction que j'avais, c'était top, c'était de l'électro moderne, super bien faite, de librairie. D'abord, c'était pas mon style à refaire, et j'ai dit, mais pourquoi vous vous embêtez à me payer moi? Parce que moi, de toute façon, j'avais touché les 50%, d'accord? Et moi, j'ai dit, je suis désolée, mais je ne peux pas aller dans la deuxième partie, parce que c'est une directive complètement différente. Je ne me sens pas à l'aise, et jamais de la vie, je pourrais reproduire ce qui est déjà bien fait pour pour les musiques. Moi, le theme track, je l'utilise jamais comme mood. Sinon, c'est copier. J'ai toujours besoin du theme track pour le tempo. C'est parfait. C'est parfait. Parce que je me dis, le mec, ce qu'il a voulu au premier, c'est le tempo. Si c'est romantique, romanticisme aussi un tempo. Tu vas l'avoir dans le tempo du truc. Là, ils m'ont mis un boucle. Boum, je vais chercher. Et je le sens là, et après ça va. Et c'est intéressant justement de proposer quelque chose complètement à l'opposé de ça. Et tu l'envoies deux. Si tu as le temps. Justement, dans tes habitudes de proposition toujours. Toujours, c'est minimum, maximum. Comment tu fonctionnes? Tu as des pratiques? En fait, deux, si je veux passer une à tout prix, j'envoie deux moins bien. Ok. Ça... Tu fais ça? Ah, mais bien sûr. Non, mais il faut dire les choses. Hein, c'est des petites tactiques. Diplomatie. Et quand il t'envoie le truc, il te dit « Ah non, je préfère la une, c'est-à-dire celle que tu veux vendre. » Tu dis « Moi aussi, mais je ne voulais pas t'influencer. » Et tu verrouilles. La question, je rebondis sur l'histoire des pistes témoins. Là, souvent, c'est les réalisateurs souvent qui bloquent un peu dessus, quoi. Absolument aussi. Ouais, c'est ça. Du coup, j'imagine que ça a dû t'arriver d'avoir des retours, oui, non, pas moi. Bien, mais non. Il n'y a pas seulement le côté, mais pourquoi tu me demandes de recopier? Tu peux donner des témoins, il n'y a pas de problème, parce que si tu appelles... Moi, je pars du principe, il faut appeler un compositeur parce que tu aimes ce qu'il fait. Et si jamais tu veux lui donner une direction, de te poser la question, ah, je veux voir ce que lui ou elle vont faire, est-ce que je leur donne? Et c'est là où ta question, est-ce qu'un compositeur de musique de film doit savoir composer dans tous les styles? Non. Un compositeur de musique de film doit faire de tous les styles un truc personnel. Et si on me demande un tango, évidemment je vais utiliser le tempo d'un tango. Ou une connotation d'un tango. Mais si je fais le tango exactement comme il est, à quoi bon? Qu'est-ce que j'apporte dans mon truc? C'est peut-être la petite boucle d'électro. Et c'est ça qui fait pour moi, oui, mais il faut savoir composer dans tous les styles, c'est pas non plus une question de compétence, de capacité, c'est de culture générale. Je connais mon truc, oui, je connais. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tu me demandes du rap, pourquoi je ne vais pas faire du rap? Parce que je sais qu'il y a 1000 personnes qui vont le faire mieux que moi, même si je fais ma version personnelle. J'ai pas la voix, j'ai pas le punch, j'ai pas Et c'est là le problème où, oui, il doit savoir composer dans tous les styles, où ça devient, bon, tout le monde fait tout. Exactement comme c'est écrit là. Je fais du John Williams. Ah oui, mais je sais faire aussi du cartoon. Et on se met tous ensemble, on compare tous nos colonnes, il n'y a plus de différence. Parce qu'on est tous dans des styles. Mais si on fait quelque chose de ce style, c'est génial. Moi, j'ai composé de la musique andine. J'ai utilisé la gamme qui est un peu
Par exemple, là, c'est un truc très, je sais pas, des Andes. Si je fais ça avec une flûte de pan, là, c'est encore une autre notion. Je suis foutu. Parce que je suis en train de tourner en Amérique latine, Machu Picchu avec une flûte de pan. Si je fais ça avec un synthé, comme une nappe, un piano, et un quatuor à cordes, qui ne sont pas des instruments typiques là-bas, ça le fait. Parce que mon truc, même s'il est local, il va rester universel. Et je ne donne pas de prestige à l'universalité du truc. Ce que je donne prestige, c'est à la non-folklorisation des choses. Ah oui, je tourne en Chine, alors ça doit être chinois. C'est ça la richesse qu'on a d'être dans la musique de film. C'est une richesse énorme et on peut tout faire. Et le plaisir, c'est d'avoir un réalisateur qui te dit « fais ce que tu veux ». Avec 3 personnes, j'ai une chaîne, j'ai un enchaînement. J'ai de la chance, je travaille avec un gars et il m'appelle pour tous ses films après. Qui était aux États-Unis aussi, et après ça fait boule de neige. Non, mais sinon, ça a été difficile. C'est aller voir les gens que vous aimez bien, ou par exemple, si vous voyez un petit court-métrage, vous vous dites « oh, j'aimerais bien travailler », vous envoyez vos maquettes à Sonic. Alors je pense que trouver ces interlocuteurs, c'est une question de... C'est comme dans la vie, pour d'autres choix, moins intimes, mais c'est quand même, ça sort de nous à l'intérieur, quoi. C'est pas n'importe quoi. Alors, avec quel genre de gens je veux travailler? Je pense que c'est la question déjà à se poser. Et après, c'est très difficile à donner des manuels. Si moi je regarde en arrière, j'ai eu beaucoup de chance grâce à mon éditeur, parce que j'ai eu 3 ou 4 personnes qui m'ont appelé parce qu'ils ont écouté mes musiques sur la plateforme de mon éditeur qui a une diffusion internationale. Étant donné que moi je gagnais en prime de commande, moi je ne travaille pas dans les blockbusters, je travaille en film d'auteur, alors je prends en fonction du budget du film. Mais étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour la production musicale, lui il prend l'édition. D'accord? Alors, le réalisateur il doit accepter que sa musique se retrouve d'une part sur son film, mais aussi sur un reportage de la BBC. Il y a un minimum d'exigence, c'est-à-dire qu'il va dire oui, dans quel genre de film peut placer son film. Aujourd'hui, de plus en plus, on va travailler pour les séries. De plus en plus, ça va être digital. Les gosses, ils travaillent tous, ils font tous leurs vidéos, TikTok, tout ça. C'est pas Covid, ça va être comme ça. Ça va aller très très vite. Les plateformes, c'est-à-dire que la possibilité de diffuser notre travail est plus importante aussi. De cibler juste, c'est notre histoire. Parce que si le réseau est tellement important, tellement fort que ça peut se perdre n'importe où, il ne faut pas non plus, ah oui, à tout prix. Dispositif de musique de film, trio, c'est extraordinaire. Très très bien. Festival d'Aubagne, je conseille tout le monde à le faire. C'est le 3e personnage. Le 3e personnage, c'est beaucoup plus ciblé parce que, comme tu as pu le constater, en fait, vous travaillez carrément en fonction d'un scénario et vous soumettez des idées musicales au réalisateur avant la rencontre. Les projets, il y a un producteur. Les projets, producteurs, dates, c'est très réaliste. Il faut qu'on en parle parce que je pense qu'il y a un désir que les choses soient beaucoup plus établies, avec des quotas, avec des formats, avec, bon, si ça dépasse 40 minutes, il faudrait que par exemple, le CNC, on a c'est toi qui as parlé de court-métrage à 2500, je sais pas. C'est Simon, non. Oui, moi je parlais de ça. Ouais. C'est ça, oui. Ah oui, excuse-moi, oui. Oui, génial, j'ai 2500 minimum, d'accord? Mais le mec, il peut te demander 50 minutes de musique. Plus, ce dont on parlait, Mathieu, c'est la différence. Où est la frontière entre production musicale et honoraire de composition? Alors, faut-il séparer les deux? Oui et non. Parce que je pense que c'est important pour moi de partager la feasibility, la potentialité de réalisation. C'est atteignable. C'est-à-dire que c'est pas un compositeur, c'est pas parce que moi j'ai une carrière internationale que j'ai travaillé que moi, 40 000.
No way, parce que les projets sur lesquels je travaille, ce n'est pas des budgets de 10 millions de dollars. C'est des films indépendants qui trouvent des aides de par-ci, de par-là. Je ne suis pas dans je pense en termes d'un salaire, tu vois, d'une réalité. C'est pas combien coûte ma musique, avec quoi je vis, sans arnaquer et sans être arnaqué. Voilà, c'est aussi simple que ça pour moi. Il faut que je sois en accord avec toute l'autre équipe technique et artistique. Directeur photo, musique devrait être payé la même chose. Le caractère contractuel dans ces cas-là, il y a un contrat, ok, signé, etc. Et ensuite, comment ça se passe après? Non, tu as un contrat, tu signes et tu dis, bon d'accord, je vous cède les droits d'utilisation de cette musique pour le monde entier et pour, au-delà du film, tout le matériel de promotion. D'accord. Trailer et tout, d'accord, vous utilisez. Et ça, soit in perpetuum, à vie, soit pendant 10 ans. D'accord, donc c'est bien, c'est pas un abandon, mais auquel cas une Session. Une partie de session, oui, voilà. Temporaire ou perpétuelle. Ou perpétuelle, exactement. Je n'ai pas le vocabulaire, je suis désolé. Et je voulais aussi partager cette expérience de documentaire en France. Parfois j'ai des expériences qui sont magnifiques. J'ai beaucoup travaillé avec les monteurs en fait. Les monteurs c'est super. Parfois c'est mieux de travailler avec un monteur qu'avec un réalisateur. Il place mieux. Je voudrais que tu parles aussi, parce que tu as composé aussi sur... je voudrais que tu parles un peu de l'artiste que tu es. Puisque tu as composé pour la danse, le théâtre, on a parlé de la musique à l'image, et je voudrais que ça boucle un petit peu ce qu'on a évoqué aussi, c'est-à-dire la question qu'on se pose aussi sur le rapport à l'image. Est-ce qu'on doit être possédé par la musique à l'image, ou est-ce que finalement on existe par ailleurs? Et ça m'intéresserait d'avoir peut-être de finir sur ça, sur l'autrice, l'artiste, la compositrice, dans toutes ces dimensions. Beau, mais moi, tu m'émeus aussi beaucoup avec cette question, parce que je pense que c'est une question, la tendance de la société à mettre des étiquettes. Et est-ce que nous, quand on nous lance une étiquette, nous sommes responsables de la prendre ou de ne pas la prendre? Est-ce que je suis un compositeur de musique de film ou je suis un compositeur tout court? Est-ce que le fait de dire que je suis compositeur de film m'aide à ne pas m'isoler et avoir un point où m'attacher, comme ça je ne me questionne pas? Oui, mais si je ne suis pas dans la musique de film, est-ce que je suis sur la musique de scène? Alors pourquoi je ne suis pas sur la liste de compositrices de musique contemporaine aujourd'hui à Radio Classique? Qu'est-ce que je veux faire avec la musique? Et j'ai pas de réponse, et ça c'est une question que je me pose de cette façon grâce à toi aujourd'hui. Je me dis, oui, c'est une question que je me pose, mais c'est une question que je me pose d'une autre façon en ce moment. Je pense que c'est pas mal de finir, d'avoir une question comme conclusion. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bravo.